Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, un grand plaisir d'être au nord d'Israël, à Methoula, en face de la frontière libanaise, une frontière extrêmement proche, même on ne peut pas être plus proche des maisons du sud Liban. Et avec nous ce soir, Stéphane Juffa, qui est un habitant de Methoula, mais qui est aussi un journaliste. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement la situation géopolitique avec une connaissance, je dirais, particulière de ce Liban qui souvent nous pose des problèmes. Stéphane, bonsoir. Olivier, bonsoir et bonsoir aux amis auditeurs. Très heureux de vous voir ici chez vous, à la maison d'ailleurs. C'est un plaisir pour moi d'être à côté de cette frontière incroyable. Et je vois la frontière, je vois ces maisons à quelques dizaines de mètres de votre maison. D'abord, avant de vous poser des questions sur la situation en général, pouvez-vous un peu expliquer le sentiment d'être aussi près, physiquement parlant, d'une frontière qui parfois est une frontière très brûlante? En fait, je l'ai toujours été, c'est ça l'histoire. Hein. Au bout d'un moment, on s'habitue à tout. Il ne faut pas non plus jouer les blasés, dans le sens où, quand il y a la guerre, il y a la guerre. Et le bâtiment de la MENA, dans lequel nous nous trouvons actuellement, a souffert plus de 200 éclats de roquettes. Donc, dire que c'est agréable, ce serait mentir. Mais entre les guerres, et par exemple à partir de 2006, on n'a pas connu de guerre et on ne nous a pas tiré dessus. Mais c'est toujours un équilibre un petit peu précaire, parce que la maison que je vous montre et que les auditeurs ne peuvent évidemment pas voir, qui est juste en dessous de nous, elle a été atteinte par le Hezbollah simultanément par 2 missiles, un missile philo-guidé et un autre, qui ont complètement détruit la maison. Les habitants étaient en couple d'instituteurs qui n'avaient rien à voir ni avec la politique ni avec la guerre. Ils s'en sont sortis par miracle. Et le Shabak, le contre-espionnage israélien, 2-3 jours après, nous ont expliqué que c'est nous qui étions visés et que le Hezbollah s'était trompé de maison. Donc, il existe quand même cette fragilité quand on vit dans cette région. Mais il y a beaucoup d'avantages également. C'est extrêmement pastoral. La vue est idyllique. Là, on voit, à partir de l'endroit où nous nous trouvons, on voit à 300 km d'ici les monts du nord du Liban qui sont encore enneigés et qui ont probablement des neiges éternelles. Donc une vue extraordinaire sur la vallée du Merjin. Et aussi sur le Hezbollah, exactement à 350 mètres de l'endroit où nous nous trouvons pour cette interview. On voit de chez vous ici le Beaufort, cette forteresse bien connue des Israéliens, où des milliers d'Israéliens, des jeunes du Golani ou parachutistes, pendant des années ont défendu la frontière nord en étant là-bas sur place. Maintenant, cette forteresse du Beaufort est toujours en place, mais elle n'est plus aux mains de Tsahal. Ma première question s'adresse à un spécialiste. Depuis le retrait de Tsahal en 2000, en mai 2000 exactement, est-ce que vivre à la frontière nord d'Israël est plus inquiétant, plus difficile? On ne se pose pas la question de savoir si c'est inquiétant, parce que sinon on ne vit pas ici, on vit à Tel Aviv. Mais tout est apparence, la sécurité elle est apparente, parce que si on fait le compte des missiles à moyenne portée qui sont dirigés sur la région de Goujdan, et je veux faire peur à personne, il y en a largement davantage que ceux qui sont dirigés sur Methoula. Donc on ne vit pas avec la peur au ventre, parce que si c'est le cas, on n'habite pas ici. Maintenant, ce qui a changé, c'est que dans les villages avoisinants, ou les villes, notamment Kfar Kile, c'est la ville qui se trouve à 380... C'est un village chrétien ou un village chiite? C'est un village, Olivier, c'est une ville de 20 000 habitants. Elle a la taille de Kiryat Shmona, et c'est une ville chiite. C'est une ville chiite qui est, dans les faits, dirigée par le Hezbollah. Et nous savons, ici, nous connaissons toutes les familles, toutes les maisons de Kfar Kile. Nous savons où se trouvent les dépôts d'armes. Nous connaissons les familles. Il y a, par exemple, une famille qui s'appelle la famille chiite, c'est un nom prédestiné, s'il en est, qui s'est scindée en deux, entre le christianisme et le chiisme. Et les chiites de cette famille sont au Liban, dans cette ville de Kfar Kile, et les chrétiens ont fui le Liban
et se trouve ici à Kiryat Shmona, à peu près dans le même nombre. Il y a 4 frères, 2 frères sont dans le Hezbollah, et deux frères sont en Israël, dont tous les enfants, et les cousins, et les neveux, à peu près 17 personnes, ont fait leur armée dans Tsahal. Donc, c'est ce genre de situation que nous connaissons. Nous connaissons également l'histoire d'un des chefs du Hezbollah local, qui s'appelle Sido, et qui a une fille israélienne. Il avait un double ménage. Il avait une femme alaouite, parce qu'il est originaire de la communauté alaouite, et puis il a une femme d'une famille très connue à Kiryat Shmona, hors mariage, et ils ont une fille qu'il aime beaucoup. Alors il bombarde de temps en temps Israël, et on peut imaginer que sa fille au téléphone lui dit « Papa, essaie de ne pas me tirer dessus ». Voilà un petit peu la situation. Séparer les humains hermétiquement, ça n'existe pas. Donc il y a ces liens avec l'autre côté, mais ça peut dégénérer à n'importe quel moment, dans le sens où il y a entre 120 et 140 000 requêtes côté libanais, des requêtes qui nous sont destinées, et nous ne sommes pas en reste. Nous connaissons, je l'espère et je le pense, la plus grande partie des sites de lancement de ces requêtes. Et si une guerre venait à se déclencher maintenant, ce serait très probablement la plus violente qu'ait connue Israël et le Liban, ou plutôt l'Iran par ses séides interposés du Hezbollah et Israël. Justement, par rapport à ce Hezbollah-là, de votre fenêtre, nous voyons des champs, nous voyons des vergers, et puis la muraille, une muraille en ciment, en béton, qui sépare l'État d'Israël donc de ses villes et ses villages libanais à quelques centaines de mètres d'ici. Est-ce que d'après vous, un jour, on pourra traverser cette frontière tranquillement, sans la menace du Hezbollah aujourd'hui? Nous sommes dans une espèce de système sécuritaire, je dirais, en tout cas pour nous et nos enfants, et peut-être même nos petits-enfants, qui ne va pas changer. C'est l'espoir. Je dirais que le Liban et Israël sont les 2 pays qui ont le moins de raisons au monde de se faire la guerre. Et puis j'ai un témoignage de première main à ce sujet, c'est celui du président actuel du Liban, Michel Aoun, dont j'ai été pendant 5 ans le conseiller en qualité d'analyse stratégique. Et Michel Aoun est quelqu'un qui n'a fait que me parler de paix pendant que nous discutions. Et les Libanais, si on leur permettait d'aller voter aujourd'hui, si un référendum était lancé avec l'unique question de savoir s'ils désiraient faire la paix avec Israël, eh bien, Olivier, il est absolument évident que la réponse serait oui, entre 70 et 80%. Ils aspirent à cette paix. De plus en plus de gens et d'intellectuels l'expriment. La seule raison pour laquelle il n'y a pas la paix entre Israël et le Liban, c'est la présence du Hezbollah, qui sont les porte-flingues de l'Iran, et qui sont là, dans cette région, pour essayer d'ouvrir un nouveau front contre Israël, en plus du front du Golan. Je veux quand même rappeler, c'est quelque chose que les auditeurs israéliens n'entendent pas souvent, qu'il existe un accord de paix entre Israël et le Liban. Un accord de paix qui est absolument parfait, que vous pouvez consulter sur Internet, traité de paix Israël-Liban, qui a été mis au point par Ariel Sharon et M. Kimchi, côté israélien. David Kimchi. Exactement, vous l'avez bien connu, Olivier, et moi de même. Et le ministre de l'époque libanais, le ministre de la Justice, qui s'appelait Antoine Fatal, et que j'ai très bien connu, qui malheureusement est décédé voici quelques années d'une crise cardiaque. Et ils ont mis au point un accord de paix qui pourrait entrer en vigueur demain matin. En tout cas, cet accord de paix n'a pas été ni accepté, ni ratifié. Pour quelle raison? Vous vous rappelez pour quelle raison il n'a pas été ratifié? Mais disons que les Libanais? Tout simplement parce que le président libanais est décédé à 2 jours de la ratification. C'est ça, c'était le frère de Amin Gemayel, c'était Bachir Gemayel. Pour revenir à des choses un peu plus actuelles, le Liban aujourd'hui vit une situation économique vraiment dramatique, catastrophique même. Il y a le Covid, il y a une économie désastreuse, il y a l'explosion qu'on a vue cet été au port de Beyrouth par
du matériel entreposé par le Hezbollah, du matériel explosif qui a causé des dommages incroyables au Liban. Un Liban qui a envie de sortir, on dirait en tout cas, de ce carcan du Hezbollah, qui n'arrive pas à en sortir. Est-ce que le Liban, d'après vous, qui est un fin connaisseur, peut sortir du carcan du Hezbollah? Ou est-ce qu'il est coincé à vie ou pris en otage? Le problème pour les pauvres Libanais, c'est que les Américains, les Européens sont déjà venus. Et ils ont perdu énormément de soldats. On se rappelle, les Français se rappellent Au Drakkar, oui. du Drakkar, les 64, je pense, parachutistes qui sont morts dans l'explosion. Idem pour les 85, je crois. Je crois que j'ai raison. Mais En tout cas, c'était un nombre énorme de soldats oui, français. et puis pour les Américains, c'était plus de 200. Et donc, ils se sont mouillés, ça a eu un énorme retentissement dans leur opinion publique, et ils ne peuvent pas se permettre d'envoyer à nouveau des troupes au Liban qui pourraient subir le même sort qu'à cette époque, dans les années 80. Alors, ce qui nous concerne, c'est exactement la même chose. Nous sommes entrés 2 fois au Liban parce que les chrétiens et les sunnites nous appelaient. Je me rappelle très bien de ces communications à la radio, déchirantes, où ils nous disaient Tsahal, si vous venez pas, on va tous se faire massacrer. Et nous, on est venus, on a combattu tout seul le Hezbollah et les Palestiniens auparavant. Donc Israël n'ira pas non plus. Ne nous voilons pas le visage. Et les Libanais, l'armée libanaise n'a pas la force de se soulever contre le Hezbollah, qui quant à lui ne partira pas tout seul de son plein gré. Les Iraniens ont investi énormément d'argent pour que cela se fasse. Et aujourd'hui, il existe en État un gouvernement parallèle, des transmissions parallèles, des transports parallèles qui appartiennent au Hezbollah et à l'Iran, et n'existe pas sur le terrain de force capable de renvoyer, de défaire le Hezbollah. Cela n'existe pas. Et ici, à la MENA, on pense que M. Macron, le président Macron, rêve un peu quand il pense qu'en admonestiant les chefs du Hezbollah, il arrivera à une situation de paix. Je peux tout de même ajouter, et c'est très important, le Liban est pauvre artificiellement. Parce que si le Liban pouvait se débarrasser du Hezbollah et faire la paix avec Israël, ben le week-end suivant, il y aurait, je pense, 2 millions d'Israéliens à Beyrouth pour faire du tourisme. Et 2 mois après, comme c'était le cas pendant la période où nous occupions le Sud-Liban, eh bien, il y aurait 4000 Libanais qui feraient fonctionner les hôtels en Israël. Vous êtes, vous, personnellement, en contact avec des Libanais, en tout cas, parfois sous des pseudonymes, parfois de manière indirecte, qui travaillent, je crois, avec votre agence de presse. Est-ce que ces Libanais-là osent dire vraiment ce qu'ils veulent, ou alors ils sont toujours dans une espèce de peur totale de s'exprimer et d'avoir peur simplement d'être arrêtés ou d'être tués par le Hezbollah? Alors, les nôtres reçoivent l'instruction de ma part de ne pas s'exposer. Ils auraient tendance à en faire trop, à prendre des risques. Et nous avons, la MENA, un bureau à Beyrouth, qui s'appelle évidemment pas le bureau de la MENA, et qui est dirigé par un personnage extraordinaire dont le pseudo est Michael Behé. Mais pour avoir une idée, ça fait maintenant 20 ans que les services syriens du Hezbollah et de l'Iran ont même arrêté des dizaines de personnes qui s'appellent Michel en essayant de mettre la main sur lui. Mais c'est plutôt des intellectuels, des écrivains, des politiciens qui prennent aujourd'hui la liberté de s'exprimer et de dire que la paix avec Israël est nécessaire, Olivier. Vous parlez sur cette radio qui est une radio d'État israélienne, c'est Cannes en français, hein, c'est le Rechet Bet en français d'Israël, donc une radio qui est une radio d'État. Si vous aviez un message, vous en tant que citoyen israélien, à transmettre aux citoyens libanais, francophones, qui vous écoutent, qui nous écoutent, quel sera votre message? Sans parler de guerre, sans parler de militaire, quel sera votre message? On ne va pas faire dans le schmaltz, Olivier. D'abord, c'est pas notre genre. Et puis, les Libanais nous lisent et nous écoutent. Et ils nous connaissent. La MENA a plus de 3000 abonnés. Je parle au-delà de la MENA. Vous qui êtes citoyen israélien, je dirais à l'écoute et surtout au courant de ce qui se passe. Si vous aviez maintenant un message à transmettre aux Libanais. Le message, il serait clair. C'est qu'on sait qui vous êtes. On connaît vos aspirations.
On sait que vous êtes des amis et que votre rêve est le même que le nôtre, c'est-à-dire de vivre en paix parce qu'on n'a pas de raison de vivre en guerre. Et puis qu'un jour viendra, avec un petit peu de chance, parce que stratégiquement, c'est mon autre chapeau, en tant qu'expert stratégique, je ne vois pas tellement ce jour encore, mais il faut avoir cet espoir parce que sinon, on ne peut pas vivre au Moyen-Orient. Et l'espoir, c'est qu'un jour, cette barrière dont vous avez parlé tout à l'heure va tomber, et puis ce sera une grande fête, parce qu'on a beaucoup d'amis qui ont des noms qui ne sont pas anonymes au Liban, et on fera, je vous assure, j'assure nos amis libanais, la plus grande fiesta que la région a connue depuis 50 ans. Merci beaucoup Stéphane Juffard, au micro de Cannes en français, la radio israélienne, en français, et c'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup Stéphane Juffard.